J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour et bienvenue sur Radio J, ça reste entre nous, la politique comme vous ne l'entendrez nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour vous entraîner dans les coulisses du pouvoir, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Je vous rappelle la règle du jeu, pas de off, pas de langue de bois, je compte sur vous, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine comme les précédentes, et ce n'est pas terminé, le feuilleton de la réforme des retraites, bien sûr, grosse journée de mobilisation hier contre le projet du gouvernement. Et puis le vilain geste, très vilain geste d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui s'est fendu d'un double bras d'honneur à l'Assemblée nationale, scandale évidemment. Et puis enfin l'occasion du 8 mars, journée des droits de la femme. On va s'intéresser au rôle de celle-ci en politique et se demander si 2022 n'était pas leur année, avec l'accession à un certain nombre de fonctions très importantes, jusqu'ici quasi exclusivement occupées par des hommes. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les Top Guns du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord Arlette Chabot, éditorialiste politique sur LCI. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Ève Cheftel, journaliste à Libération. Bonsoir Ève. Bonsoir. Et Roselyne Fèvre, last but not least, chef du service politique à France 24. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Alors je vous rappelle bien sûr la règle du jeu. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Alors, au menu, encore et toujours, la réforme des retraites et en entrée, bien sûr, la journée de mobilisation d'hier. Selon la CGT, 3,5 millions de personnes ont manifesté en France. Le ministère de l'Intérieur lui a compté 1,3 à peu près millions de manifestants. C'est la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement. La colère ne faiblit pas, Roselyne Fèvre ? Non, elle ne faiblit absolument pas. Et d'ailleurs, elle est en train de s'installer dans la durée. Alors, de quelle manière ? Souvent, beaucoup ont le nez écrabouillé contre le hublot en regardant si la grève est massive, plus massive. Les chiffres. Alors que c'est pas dans le fond ça qui est important. Enfin, si ça l'est, s'il y avait 3 clampins, bien évidemment, personne n'en parlerait. C'est massif, mais ça l'est moins que la semaine d'avant, que la semaine d'avant, que la semaine d'avant. Mais ce qui est important, c'est que c'est plus pointu. Moins massif, plus pointu. Vous voulez dire plus pointu ? Plus pointu, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie, c'est-à-dire que les syndicats, ils ont d'abord pour eux l'unité. On voit Berger, quand même Martinez main dans la main. C'est quand même l'exploit qu'a réussi Emmanuel Macron, c'est de les mettre d'accord. Première fois depuis 2010. Voilà, et puis ils s'aiment pour longtemps pour l'instant. Alors ils vont peut-être pas faire des enfants, mais en tout cas, voilà. Donc ils sont unis. Ils ont un calendrier avec des dates qui correspondent avec, par exemple, la commission mixte paritaire, le 15, je crois. Donc c'est ciblé, il y a des actions ciblées. Il y a le samedi pour pouvoir permettre aux familles de manifester. Donc voilà, il ne faut pas négliger la stratégie subtile, plus subtile qu'ont les syndicats aujourd'hui. La colère ne faiblit pas, Arlette Chabot, vous avez le sentiment que... alors, il n'y a pas vraiment d'explosion, effectivement, comme le disait Roselyne, mais il n'y a pas non plus de décrue massive. On reste, grosso modo, sur la même tendance. Donc, il n'y a pas d'élargissement. C'est-à-dire qu'il y a, notamment au privé, c'est quand même assez limité. Les jeunes, malgré les efforts de Jean-Luc Mélenchon et de son, je vais dire, porte-voix... Louis Boyard, qui a appelé un challenge des blocus, un blocus challenge des lycées. Donc, le porte-voix, qui crie très fort, mais il n'y a pas beaucoup de succès pour l'instant. C'était l'idée évidemment de faire entrer les jeunes, les lycéens et les étudiants, bloquer les facs. Pour l'instant, ça ne marche pas. C'est très important, on le sait, parce que dès que les jeunes sont dans la rue, les gouvernements s'affolent en général. Il n'y a pas d'extension, c'était pas non plus des journées villes mortes comme on pouvait imaginer ou espérer. Sans doute la CFDT avec des commerçants qui baissaient les rideaux en signe de solidarité. Je crois que les commerçants, ils en ont ras-le-bol. De toute façon, des manifs. Ils savent qu'il y aura aussi samedi prochain une journée d'action et de mobilisation. Et les restaurateurs disent on va continuer à perdre de
l'argent, donc ils ne sont pas très très chauds. Bon, mais ça tient, c'est-à-dire que le mécontentement est toujours très 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 fort, et la résignation aussi, puisque les enquêtes d'opinion disent également la même chose sur le fait que les Français, à une très très large majorité, aussi forte que celle qui s'oppose à la réforme, continuent à dire que de toute façon, elle passera, cette loi. Donc, au fond, on en est plutôt maintenant à se dire, bon, le vote la semaine prochaine. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les organisations syndicales disent on rentre à la maison ? C'est ce qu'on pensait. On plie les Gaules. On plie les Gaules. C'est ce que disait en tout cas Laurent Berger. On en reparlera. C'est pas forcément ce que feront la CGT et certaines fédérations. Donc on est quand même avec un gros point d'interrogation. Est-ce que c'est fini et on parle d'autre chose comme le voudrait le gouvernement ou pas ? Oui, parce qu'il y a aussi évidemment le risque, la tentation de la radicalisation. Ouais. Il y a les manifestations, mais aussi les grèves et les blocages, raffineries bloquées, barrages routiers, transport à la SNCF. Certes, la France n'était pas totalement à l'arrêt, comme l'avaient promis les syndicats, mais en tout cas, elle était quand même un petit peu empêtrée dans ces blocages. Est-ce que c'est la chienlit qui risque de revenir, F. Cheftel, d'après vous ? Juste par rapport à cette mobilisation, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Je suis frappée par sa généralisation à l'ensemble du pays, et notamment aux villes moyennes. Et on a eu les Gilets jaunes, qui étaient aussi une mobilisation de villes moyennes, petites villes extérieures, puisque c'était les ronds-points. La France périphérique. La France périphérique, mais là aussi, pour moi, c'est quand même un deuxième acte des Gilets jaunes, mais qui est moins catégoriel, puisque là, c'est les syndicats qui clairement ont le lead. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre que c'est un mouvement populaire, enraciné. On a des chiffres très importants en rapport avec la population, à Vire dans le Calvados, à Beauvais dans l'Oise. Des villes où il n'y avait jamais eu de telles manifestations ou de telles grèves. Oui, voilà, en tout cas, ce que disent les correspondants locaux, c'est que c'est impressionnant, ça fait le plein. Alors nous, on a un prisme parisien, on regarde Paris à chaque fois, sans parler du fait qu'à Paris, il y a du monde. Hier, je remontais la file de cars, la place d'Italie, et donc... ça veut dire quelque chose. Je trouve que ce qui est en train de se passer, si on regarde les choses d'en bas, c'est un sorte de grand débat qui peut virer au déballage, mais sur le travail, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils s'emparent de ce thème, qui n'est pas celui des retraites, mais qui est celui du travail, des conditions de travail, de la précarité, des salaires, effectivement, de l'inflation finalement, du coût du logement, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement regarder la question du travail, des salaires, mais aussi du coût de la vie de façon générale. Et quand on lit les journaux et ce que les gens disent, c'est ça dont ils parlent, quoi. C'est quand même des conditions de travail. Et finalement, ce grand débat que voulait faire Macron après les Gilets jaunes, un peu impulsé d'en haut, dont les gens se sont saisis via les cahiers de doléances, mais finalement qui n'a pas abouti au-delà. On a l'impression que là, finalement, le peuple s'exprime. Fait son grand débat à lui, en quelque sorte. Fait son grand débat à lui, voilà, exactement. Et est-ce que vous êtes d'accord, vous, Roselyne, pour dire qu'il y a quand même un risque de durcissement, de blocage ? Là, on a une grève reconductible pour la première fois. On a eu aussi des premiers affrontements. Jusqu'ici, le mouvement s'était déroulé vraiment dans le calme. On a eu des premiers affrontements à Paris et dans plusieurs villes de province entre la police et les fameux Black Blocs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un possible retour de la chienlit ? Est-ce que c'est de nature à changer le rapport de force dans l'opinion qu'évoquait Arlette tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les gens sont au dos tiers opposés à cette réforme ? Oui, d'ailleurs c'est frappant ce que disait Arlette sur les sondages. Donc les Français soutiennent les grévistes, mais à la fois ils connaissent la chanson et ils savent comment ça va se terminer. Moi je ne serais pas aussi... catégorique, je crois qu'il faut dire parfois qu'on ne sait pas, parce qu'on est face à deux camps qui sont déterminés pour des raisons totalement différentes, mais les syndicats parce qu'ils sont allés jusque-là et qu'ils sont galvanisés par la réussite du mouvement, qui est effectivement populaire, j'entendais Martinez qui disait « mais moi j'ai découvert des petits bleds, des villages où ils étaient 100 à manifester ». Donc tout ça se percute avec l'inflation qui est un coup de hache dans le pouvoir d'achat. Donc, et puis il y a de l'autre côté le gouvernement qui a dit qu'il resterait, qu'il ne bougerait pas, qui a lâché quelques concessions, mais à force d'en lâcher, eh bien à un moment
la réforme va sans doute se dévitaliser. Se vider de sa substance. Se vider de sa substance. Et puis surtout un Emmanuel Macron qui continue de n'écouter personne, et surtout pas les Français dans la rue, et qui tient à son habit de réformateur. Il n'écoute personne, Emmanuel Macron ? Non, je crois qu'il écoute personne. Enfin, on connaît depuis longtemps, on le dit depuis longtemps. Je crois qu'il considère qu'il n'y a qu'à voir la communication de tous ses ministres. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est assez erratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, entre Olivier Véran qui compare avec les sauterelles et puis Olivier Dussopt qui dit que c'est une réforme de gauche alors que c'est la droite dans le fond qui adoucit cette réforme. Non mais c'est n'importe quoi. Le gouvernement ne sait plus vraiment où il habite en termes de positionnement. Il ne sait plus où il habite. Et Macron fait le mort et il attend. Lui, dans le fond, il s'accroche au Parlement et aux politiques, stricto sensu. Or, il devrait peut-être à un moment... peut-être pas sortir du bois, parce que c'est le rôle de la Première ministre. C'est comme ça que les institutions sont faites. C'est que le Premier ministre est là pour protéger le président. Vous êtes d'accord, Arlette Chabot, le président doit prendre la parole, doit s'exprimer. On rappelle que hier, l'intersyndicale lui a intimé quasiment oui, c'est une façon de l'ordre de les recevoir, de recevoir les syndicats à l'Élysée. Ils vont lui envoyer une lettre d'ailleurs, qui est en cours de rédaction. Hier soir, elle l'était en tout cas. Donc elle va sans doute arriver aujourd'hui. Bon, le président de la République, il ne va pas intervenir. Il a raison. L'argument du débat parlementaire qui n'est pas terminé est juste. Après, les ministres disent que la porte reste ouverte et même grande ouverte, mais pour dire quoi ou pour faire quoi et pour négocier quoi? Il n'y a rien à discuter. La négociation, elle se fait effectivement avec les Républicains pour trouver un accord et éviter le 49-3 dont ne veut absolument pas évidemment Elisabeth Borne. Donc pour l'instant, le président de la République, il doit rester à l'écart et c'était facile de lui dire. Après, le problème qu'il aura, c'est comment il rebondit, parce qu'on voit bien que avec toutes les maladresses d'Olivier Véran, on a compris que... Et si on parlait d'autre chose très, très, très vite. Or, l'un des sujets qui va arriver, c'est celui du travail. Et après... oui, F. Cheftel le disait à l'instant. Voilà. Alors, celui du travail mis sur la table par le gouvernement avec un projet de loi, ça va être difficile parce qu'avec les organisations syndicales, on ne les voit pas aller parler gentiment à Matignon, avec Elisabeth Borne, avec le ministre du Travail. C'est surtout qu'il fallait faire ça avant. Mais voilà, exactement. Et donc, les choses ont été prises à l'envers. Donc demain, du genre, bon les gars, maintenant on va discuter, est-ce que vous pouvez passer à Matignon dans la journée ? Ça va pas le faire. On imagine que l'ambiance va être cordiale. Je reviens un petit peu sur les méthodes et le durcissement de la grève. Alors, il faut rappeler que la CGT a coupé le courant hier dans la permanence d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui est aussi député de l'Ardèche. C'était à Annonay, dans son département. On l'écoute. C'était ce matin sur France Inter. Un certain nombre de vos confrères sur d'autres médias indiquent que d'après leurs sources, ça pourrait être des organisations syndicales. Je trouve ça à la fois grave, parce que c'est inacceptable. Ça a pénalisé l'activité des commerces, des entreprises. Ce sont 2000 foyers qui ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Ce sont aussi des risques, parce que des personnes peuvent être coincées dans des ascenseurs, peuvent avoir besoin d'électricité pour des respirateurs à domicile. Ce sont des établissements scolaires. Et par ailleurs, c'est un peu... je ne sais pas comment le qualifier, mais si l'objectif est de m'atteindre, couper l'électricité de ma commune en Ardèche, alors que je suis à Paris, je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. En tout cas, c'est très injuste. Alors, cerise sur le gâteau, on apprenait ce matin que la permanence de Gérard Larcher, le président du Sénat, c'était sa permanence et dans les Yvelines, a également été victime d'une coupure sauvage de courant. J'ai envie de vous demander, ça fait partie des armes légitimes des opposants, F. Cheftel, ou c'est scandaleux ? J'ai du mal à trouver ça scandaleux. En fait, je trouve que c'est ponctuel, évidemment. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Enfin, je trouve que la dramatisation du gouvernement, à l'inverse, ça tombe à plat parce qu'on voit bien que on met pas en péril. Enfin, je veux dire, on fait pas des blackouts sur les hôpitaux ou je ne sais quoi. Enfin, il y a quand même une responsabilité. Et ouais, je vois pas bien. Je vois pas bien. Vous n'êtes pas d'accord avec l'argument du gouvernement ? Non. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils essayent de dramatiser les enjeux. On a eu la sortie d'Olivier Véran sur la France à l'arrêt, etc. En fait, ça prend pas parce que finalement, le mouvement reste assez populaire. Donc c'est là-dessus, il faut s'interroger pourquoi il l'est, quoi. Vous êtes d'accord, Roselyne ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est de bonne guerre de couper oui, enfin, le de courant bonne dans une guerre. permanence ? Je ne vais pas dire couper le courant, mais ça fait partie du combat politique.
c'est entre guillemets, on est dans une guerre là. Enfin, la guerre. Les armements moins et la violence les armements moins. Guerre politique. Mais c'est une guerre, c'est un combat. Donc, évidemment, il faut trouver des actions qui, pardonnez-moi l'expression, emmerdent les gens. Emmerdent le pouvoir. Emmerdent le pouvoir. Et il y a matière à emmerder le pouvoir de façon ponctuelle. Alors, vous ramassez plus les poubelles pendant quelques jours, vous coupez l'électricité, vous stoppez les transports de temps en temps. Demain, apparemment, ça va être compliqué aussi pour prendre les transports. Les raffineries, on va faire la queue pour avoir de l'essence. Bon, voilà. Et tout ça avec un roulement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, non pas de subtilité, mais en tout cas d'une stratégie qui est bien ciblée et qui est travaillée, organisée. Ouais, justement, jusqu'ici, la stratégie était bien ciblée et permettait au mouvement anti-réforme de rester populaire. Mais là, c'est sûr, vous dites emmerder le pouvoir, mais bloquer les métros, c'est surtout les gens que ça emmerde. Mais c'est vous qui avez rajouté le pouvoir. Moi, j'ai dit emmerder les Français. Alors, Chabot, c'est de bonne guerre de couper le courant ? Moi, je trouve ça un peu bête de couper le courant. Non, mais au contraire, rétablir le courant pour les gens qui ne peuvent pas payer, ça, je trouve ça malin. Le côté Robin des Bois, on l'a fait depuis longtemps. Je trouve ça bien. Après, franchement, je suis pas sûr que couper l'électricité dans une permanence parlementaire, ça fasse beaucoup avancer les choses. C'est pas grave. Alors après, Olivier Dussopt, il a toujours un côté un peu plaintif, donc c'est ennuyeux ou dramatise. Il n'y a pas de quoi dramatiser non plus, sauf si effectivement, ce sont des quartiers qui sont touchés avec des gens qui là aussi seront embêtés. Voilà, la permanence parlementaire, on s'en fout. Mais en revanche, il y a des gens qui sont touchés dans le quartier, c'est pas bien. Et moi, quand des gens d'EDF disent, on rétablit le courant parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui n'ont pas payé leurs factures, ça, je trouve ça bien. Le reste, c'est dérisoire. Mais je trouve que c'était très intéressant depuis le début. D'ailleurs, c'était la volonté, notamment exprimée par la CFDT, mais pas que, de se dire, pour préserver l'opinion, on a laissé tout le monde partir en vacances, vous avez vos trains, vous avez vos avions. N'emmerdons pas les Français, comme disait N'emmerdons pas les Français, exactement. Donc, et je pense qu'effectivement, il disait, en reprenant ce mot d'emmerder, il disait, Berger, c'est pas le niveau d'emmerdement qui détermine le succès du mouvement syndical. Je crois qu'il a tout à fait raison. Il faut essayer de garder l'opinion avec soi, d'autant que l'opinion, le gouvernement l'a perdue depuis le début. Sur la violence, Berger est très clair là-dessus. Il parlait encore sur France Inter avant-hier plutôt, parce que c'était la grève hier. Il disait clairement, la ligne rouge pour nous, c'est la violence. On n'en veut pas. Et j'ai trouvé que c'était bien de la part, c'était une parole pour le coup responsable de dire là-dessus, pas de complaisance, quoi. Et c'est aussi pour ça, je pense que le mouvement tient et reste populaire. Oui, qui grâce à Berger, qui tient un peu les troupes, quoi. Jusqu'à quand C'est ça la question. Écoutez, pour l'instant, ils s'embrassent sur la bouche avec Martinez, donc c'est très bien. Tant que ça leur rapporte et qu'ils sont d'accord, mais j'ai l'impression que c'est plutôt Berger qui mène la danse et que tout le monde est à peu près lui emboîte le pas. Alors il y a quelques huluberlus qui ont parfois des propos malheureux, comme on va mettre l'économie à genoux. Voilà. C'est pas très malin. C'est pas très malin, mais bon, c'est dans le fond tout ce qu'ils pensent, mais ils le disent pas. Martinez va pas dire on va mettre l'économie à genoux, etc., etc. Donc voilà, il faut parfois trouver des mots. Mais globalement, j'ai l'impression que la CFDT a mis une forme de sagesse et de plénitude dans ce mouvement. Qui permet à ce mouvement justement de rester populaire. Merci pour vos analyses et commentaires. On se retrouve très vite après une petite pause pour évoquer le bras d'honneur du ministre de la Justice. Le double bras d'honneur du ministre de la Justice. C'était hier à l'Assemblée nationale. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe au deuxième débat de l'émission. Double bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être le titre d'un polar ou d'un film, mais c'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui s'est illustré dans ce flamboyant exercice. Alors je rappelle le contexte rapidement. C'était un débat sur une proposition de loi visant à rendre inéligibles les auteurs de violences aggravées, notamment conjugale. Alors, dans le débat, le président des députés LR, Olivier Marleix, a rappelé à la tribune dans son discours que le garde des Sceaux lui-même était mis en examen pour toute autre chose. Il s'agit d'une prise illégale d'intérêt. Et puis, le ministre y réplique avec ce double bras d'honneur, très vilain geste, tollé à l'Assemblée. On écoute.
Madame la Présidente, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste. Vous permettez ? C'est la question. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. Dans ma vie d'avocat, j'ai défendu un certain nombre des gens de votre famille. Certains d'entre eux ont été condamnés. Je pense que vous n'avez pas de leçon à me donner. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame... Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Alors, un bras d'honneur à la présomption d'innocence, c'est la réplique, la défense du ministre, qui était, on le rappelle, un brillant avocat. À ces mots, les députés de droite quittent l'hémicycle, puis le garde des Sceaux, sur l'insistance de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, dit ensuite qu'il regrette son geste, il s'excuse, mais le malaise demeure. Est-ce que c'est grave ce qu'il a fait le ministre de la Justice, F. Cheftel? Alors, la séquence est un tout petit peu compliquée parce que nous, on n'a pas vu les images. Alors, il n'y a pas d'image de cet incident, effectivement. Donc, mais le ministre reconnaît lui-même qu'il les a fait. Oui, mais en même temps, il est ambigu parce qu'il dit c'est une image. Je fais un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Alors, c'est peut-être une façon de se défendre. Alors, visiblement, une défense de rupture, voilà, comme diraient c'est ça, exactement. Plusieurs députés l'ont vu le faire, donc j'imagine qu'il a bien eu lieu. Oui, enfin, c'est choquant, mais... Enfin, depuis janvier, on en a vu tellement des propos, Enfin, cette assemblée est complètement débraillée, c'est un chaos, et donc je trouve pas plus celui-là qu'un autre. Alors évidemment, ça vient du ministre de la Justice. C'est quand même un problème, oui. C'est un poids lourd du gouvernement. Non, c'est un poids lourd du gouvernement. C'est dommage parce que effectivement, cette proposition de loi était intéressante. Et elle a été rejetée, et sans doute LR, qui voulait la voter d'ailleurs, suite à ça, a décidé finalement de voter contre. Et puis il y a eu une sorte de coalition opportuniste de l'opposition et des voix du centre, et finalement elle a été rejetée, alors que à la veille de la journée internationale du droit des femmes, ça aurait été intéressant, effectivement, pour moraliser la vie politique et publique, de la voter. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, sinon que on a un vrai problème avec l'Assemblée nationale, avec les députés, d'exemplarité et de... Alors, on parlera d'ensemble des comportements. D'abord, sur le ministre de la Justice lui-même, c'est normal, Arlette Chabot, c'est choquant qu'un ministre de la Justice fasse des bras d'honneur dans l'hémicycle. Alors, celui qui trouve ça normal lève la main. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup jette qui la première trouvent ça pierre. normal, je jette la première pierre. Non, c'est hallucinant. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'histoire, d'abord, la présidente de l'Assemblée n'a pas vu, dit comment? S'étonne, elle n'a rien vu du tout, la pauvre, effectivement, mais comment le garde des Sceaux? Donc c'est sidérant. Les députés LR l'ont bien vu, eux. Eux, ils l'ont bien vu. Éric Dupond-Moretti assume, puisque c'est lui-même qui dit non pas un bras d'honneur, mais 2. Il donne une explication absolument... je n'ai pas trouvé de mot encore pour qualifier. Ubuesque. Non, mais qui tient... Oui, c'est ubuesque. Qui leur dit en plus, j'ai défendu des gens de votre famille politique, en gros, de votre famille. Aucun rapport avec ça, c'est-à-dire, mais je ne vous veux aucun mal. La preuve, j'ai défendu des républicains et des politiques républicains. Tout ça est... Bon, alors ce matin, le porte-parole du gouvernement, qui ne dit pas que des choses étonnantes, dit qu'effectivement, il y a un devoir d'exemplarité, notamment des ministres, bien évidemment. Bon, le sang chaud d'Éric Dupond-Moretti, on pensait d'ailleurs que ça exploserait beaucoup plus souvent et de façon beaucoup plus forte. Il s'est à peu près contenu, mais là, c'est quand même sidérant. Alors effectivement, c'est à
à mettre, à ajouter à la longue liste des dérapages. Seulement, quand un gouvernement se permet effectivement, et a raison, à juste titre d'ailleurs, de dénoncer le comportement des insoumis, les braillards des insoumis, il doit être effectivement irréprochable. Ça n'est pas le cas. Vous êtes d'accord, Roselyne Febvre ? Oui, tout à fait. Et puis si jamais on trouve ces images, puisque certains députés l'ont vu, mais nous, pour l'instant, on n'a pas la preuve par l'image. Alors là aussi, il y a une présomption d'innocence à-t-il fait. Oui, sauf qu'il y a des aveux dans ce cas-là. La reine des preuves. Aveux, mais il y a des aveux oraux, on va dire. Je ne sais pas si on dit oral. Oui, oraux. absolument. Non, je trouve ça dommage, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la loi, c'est que ce soit la petite histoire qui l'emporte sur la grande histoire. Franchement, c'est bien sûr. On est dans le bac à sable. C'est tu m'as piqué ma pelle, rends-moi mon seau. Donc c'est désespérant que la politique en vienne là. Et vous me direz, pendant la Troisième République, voire quatrième, ils se battaient en duel. Donc même c'est plus chic. C'est quand même beaucoup plus classe. Et on arrêtait au premier sang, donc quand même, il y avait un engagement fort. Là, ça avait plus de gueule, quoi. Ouais, exact. Ouais. Alors qu'un petit bras d'honneur, Ces petits bras, finalement. Ces petits bras. Et puis c'est encore Marine Le Pen qui va récolter les marrons de tout ça. Enfin, je veux dire, finalement, la stratégie de dédiabolisation, ils n'ont même pas besoin de la mener, on la mène pour eux. Enfin, c'est-à-dire que d'autres sont dans une stratégie d'auto-diabolisation, finalement. Oui, c'est ça. Et alors, exactement. Donc, par contraste, ils apparaissent au contraire les plus décents. Elle a d'ailleurs, Marine Le Pen a dit dans un tweet, ces gestes discréditent le ministre. Elle demande à la Première ministre de prendre ses responsabilités. Enfin, voilà, elle a évidemment tout de suite rebondi. On peut lui faire confiance, sauter sur l'occasion. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'on est en train de préparer un toboggan pour l'extrême droite dans 3 ans, 4 ans. Alors, vous citiez le contexte général d'affaissement des comportements, les insultes, etc. C'est vrai que ces dernières semaines, durant le débat, on a eu quelques exemples. Le ministre Olivier Dussopt qui avait été traité d'assassin par un député insoumis. Un autre insoumis qui avait posté une photo de lui avec le pied sur la tête d'Olivier Dussopt. Enfin, c'était un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt. Qu'est-ce qui est le plus grave ? C'est ces photos, ces comportements, ces insultes, ou c'est le fait qu'un ministre s'emporte et perde ses nerfs, Roselyne Febvre? On parlait du devoir d'exemplarité. C'est pareil ou oui, c'est pareil. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi il y échapperait, ce ministre. En plus, garde des Sceaux, c'est quand même. Qui est plus aide. Mais voilà, j'ai l'impression que tout le monde est dans une forme de confusion mentale et que la violence appelle la violence et que tout le monde se lâche. Voilà, c'est-à-dire que donc on se permet, vous savez, c'est comme dans une classe, quand il y a un chahut, il y en a un qui commence à tirer la langue à la maîtresse, et il y en a un autre qui fait un croche-pied. Vous voyez ce que je veux dire ? Une espèce de psychologie des foules. Enfin, peut-être pas, je me lance dans un truc un peu psychanalytique, mais voilà, c'est-à-dire que c'est c'est le nombre qui fait loi. Et il s'est laissé emporter. D'abord, il a un caractère, comme disait Arlette, qui était prompt à ce genre de dérapage. Ombrageux, pour rester dans l'euphémisme. Ça montre quand même que le garçon, aussi talentueux qu'il soit, il n'est pas très politique. Alors ça c'est ce que je pense que ça montre aussi les limites du recours à des personnalités issues de la société civile, finalement, qui n'ont pas incorporé des usages, peut-être en s'étant jamais présenté à des élections, en n'ayant pas toute cette civilité aussi de l'élu. Je pense que ça pose cette question-là quand même. Après, on a le droit de oui, c'est la société civile, c'est Dupond-Moretti. C'est-à-dire que ceux qui arrivent, qui viennent de la société civile et qui font de la politique, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui disparaissent, qu'on ne voit jamais, qui repartent, qui sont les plus nombreux. Qui sont les plus nombreux. On n'a qu'à regarder la liste des 42 membres du gouvernement. En réalité, sur ces 42, vous avez tout à fait raison, seuls 4 ou 5 arrivent à percer le mur du son. Et qui sont quand même des politiques aguerris. Et puis, il y a tous les autres qui repartiront dans leur métier précédent et retourneront à leur vie sociale précédente, qui n'auront rien marqué, rien dit, rien imprimé pendant leur passage au gouvernement. Et puis, il y a des personnages, effectivement. Il y a Éric Dupond-Moretti, bien sûr. Et tout ça va alimenter aussi les questions sur la suite. C'est-à-dire, puisqu'on évoquait au lendemain des retraites les projets à venir, il y a aussi un gouvernement.
Qui reste, qui part? Est-ce que c'est utile d'avoir autant de ministres qui n'apportent rien à l'action gouvernementale? Au contraire, il y a encore un peu plus de confusion. Il y a des gens qui parlent, on ne sait même pas qui ils sont. Donc, il y a des ratés. On le sait très bien, le ministre de l'Éducation, c'est pas forcément un bon choix. C'est quelqu'un d'estimable, mais ça ne correspond pas. Le ministre de la Santé, c'est exactement la même chose. Il n'imprime pas. Donc, alors que ce sont les deux priorités en termes de service public et de politique publique du président Macron. Donc, ce sont deux mauvais choix, quinquennat. au fond. Sans doute deux mauvais choix, même si ces personnes sont respectables. Ce sont deux mauvais choix. Ils ne sont pas faits pour ça. Éric Dupond-Moretti, la question s'était déjà posée, pour des tas de raisons, pas uniquement la mise en examen, mais est-ce qu'il est adapté? Bon, finalement, il devait partir, il est resté. Et je pense que Emmanuel Macron a démontré au cours du premier quinquennat et maintenant du second que l'idée de faire entrer des personnalités de la vie effectivement sociale, économique, au gouvernement culturel, ça marche pas. Alors, ça doit pas être les mêmes pendant 50 ans, mais quand même, il faut avoir le cuir un peu tanné, être solide. Alors, vous avez raison, le macronisme, ça a quand même été un appel d'air la société civile. de la société civile à l'Assemblée et au gouvernement. Il y a eu aussi, avant ça, la fin du cumul des mandats, qui a quand même un petit peu réduit l'influence des professionnels de la politique, les professionnels du suffrage universel, qui, pendant 40 ans, couraient la campagne pour enchaîner les mandats. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'amateurs. Est-ce que finalement, faire rentrer des amateurs dans la vie politique, c'était une erreur? Ça n'a pas le renouveau démocratique n'a pas fonctionné. On en est le témoin aujourd'hui avec des scènes telles que celles qu'on décrit en ce moment. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce relâchement dont on parle là, forme de désinhibition très forte. En fait, l'exemple vient d'en haut parce que Emmanuel Macron, les petites phrases. Traverser, vous avez qu'à traverser la rue, etc. Toutes ces petites phrases qui ont été mises évidemment à son débit par les Gilets jaunes, enfin qui sont revenues en boomerang. Et là, on en a encore eu un exemple au Salon de l'Agriculture, où il a répondu de façon assez désinvolte à quelqu'un qui l'interpellait parce qu'il aime bien ça, etc. Mais il faut préparer, en fait, parce qu'il a dit une connerie, là. Enfin, Vous pensez à quoi? À quel incident précisément? C'était samedi, là, autour de la retraite, de la question de la pension minimale à 1 200 €. Enfin, il s'est encore emmêlé les pinceaux. Aujourd'hui, il y a des armées de fact-checkers qui ont montré que, bon... Alors, je me souviens plus exactement dans le détail, mais... et puis, il y a la séquence avec la bière, là, juste le même jour, hier, en Afrique. Au Congo. Là, on se dit, est-ce que c'est le rôle, est-ce que c'est d'un président de la République de s'exposer ainsi, de s'afficher ainsi de manière un peu justement débraillée, en train de boire une bière avec... Bon, non, mais il y a des attitudes, il y a des petites phrases, mais c'est quand même pas des insultes, c'est quand même pas des choses. Emmanuel Macron n'est pas violent, il y a quand même une différence. Non, mais c'est un moment, c'est pas des statues de marbre, hein, les présidents. Les hommes politiques sont des hommes comme les autres. Bah, oui. Malheureusement, c'est ça. Non, justement, enfin, pas le président de la République quand même. Enfin, mais parce qu'on lui colle cette étiquette sans arrêt, c'est-à-dire qu'on en fait une espèce de subsistance de la monarchie. C'est quand même ancré dans notre inconscient, c'est-à-dire que le président de la République doit tout régler. Il guérit les écrouelles. Par l'imposition des mains. Non, mais il le dit lui-même. Il manque la figure du roi. Le roi thaumaturge. Il doit faire preuve d'une retenue dans l'expression, dans la façon, dans le comportement. Non. Moi, on n'est plus au temps du général de Gaulle ou de René Coty qui se fait servir à la soupe par maman avec sa soupière et non. Et puis un président, qui faisait preuve de retenue. Il a le droit de boire une bière. Du quinquennat de François Hollande, où justement le président Hollande avait théorisé le président normal. On a vu que ça avait absolument pas marché, Arlette Chabot. Oui, moi je pense qu'il y a un problème de dignité des fonctions. Ça fait ringard, je suis désolée, mais je pense que vous avez raison. La dignité des fonctions, le président de la République, regardez, on disait sur les retraites, les syndicats finalement vont envoyer une lettre, demande à être reçu par le président. C'est comme ça, on connaît le système monarchique. C'est le président qui peut, le président parle, le président fait la guerre, le président de ce pays peut quand même envoyer des troupes n'importe où dans le monde sans consulter personne. Il a un pouvoir. Bon, il y a une dignité de la fonction présidentielle. Et vous avez raison, Hollande, il s'est carrément planté avec son président normal. Oui, mais il avait l'humour, il était toujours très civil. Moi, je trouve oui, mais on ne demande pas à un président d'avoir de l'humour. On ne demande pas d'avoir de l'humour. On a dit les deux prédécesseurs, Emmanuel Macron en était conscient, effectivement, ont affaibli la fonction Nicolas Sarkozy et François Hollande parce que la proximité,
dossier, voilà. Bon, donc lui, il est arrivé très très haut. Hein, c'est le Louvre. On commence par le Louvre, et donc je reprends de la dignité, je reprends de la hauteur. Certains lui trouvent que c'est trop. Donc il y a une dignité de la fonction. Quand il semble franchir une ligne, on est un peu étonné. Un ministre, c'est exactement la même chose. Le ministre de la Justice peut pas faire un bras d'honneur à un président de groupe parlementaire à l'Assemblée. C'est impossible. Et de même que les nouveaux députés, les jeunes députés qui arrivent et qui viennent notamment de la France insoumise, ils doivent comprendre qu'ils représentent effectivement les électeurs, les Français, qu'ils ont une responsabilité. Donc si on se marre, on rigole et on fait des blagues, c'est pas possible. Voilà, faut juste respecter les lieux, respecter la responsabilité qu'on a et le pouvoir que vous donne votre fonction. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est l'afflux d'amateurs en politique qui crée cette situation et ce malaise, et que finalement, les professionnels de la politique, les vieux routiers des campagnes, des scrutins, ça avait du bon, non ? Oui, mais regardez François Ruffin, par exemple, c'est pas du tout ça. Elle est un peu plus âgée, évidemment, qu'il est nouveau député, mais lui, il entre dans la fonction, il bosse, et il y en a d'autres qui sont totalement responsables, qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer. S'ils ont été élus, c'est pas pour rigoler, et c'est pas pour foutre le bordel à l'Assemblée. Donc moi, je crois que c'est très important que tout le monde retrouve un peu. Alors, on se détend sur les réseaux sociaux, on peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais on n'intègre pas et on fait pas rentrer ces querelles, ces petits mots et ces dérapages dans les lieux de pouvoir. Le Palais Bourbon, c'est pas Instagram ni Twitter. Ni TikTok, rien du tout. Quand Louis Boyard, un député de la France Insoumise, fait un tweet pour inciter les jeunes à bloquer la fac, et c'est le hashtag, c'est Block Challenge, et le challenge, c'est de prendre une photo de la fac bloquée ou du lycée bloqué, et la meilleure photo aura droit à une visite de l'Assemblée nationale. Non mais c'est un concours de télé-réalité. Oui, c'est entre la petite révolution et Interville, quoi. Donc non, mais c'est ridicule. C'est plus ridicule que choquant. Alors, ce qui est ridicule aussi, c'est Valérie Pécresse qui porte plainte contre ça. Ça ne mérite pas tant d'honneur. Mais Cohn-Bendit aussi, lui, il disait d'aller haranguer les jeunes, etc. Donc non. Merci pour ces explications fort instructives. On se retrouve très vite pour évoquer le rôle des femmes en politique en 2022. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Vous êtes toujours sur Radio J pour la troisième et dernière partie de notre débat. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on va se livrer à un diagnostic sur la place des femmes dans notre vie politique. Alors, c'est vrai que de ce point de vue, l'année 2022 a en apparence présenté des avancées. Une femme finaliste de la présidentielle pour la deuxième fois d'affilée, c'était Marine Le Pen. Je rappelle que Ségolène Royal avait été la première en 2007. Elisabeth Borne, première ministre, c'est la deuxième femme de l'histoire à Matignon après Édith Cresson en 91. Alors ça a été difficile, ça a été très long, mais pour reprendre, comme dirait l'autre, c'est globalement positif, non, F. Cheftel ? Oui, on peut citer aussi Catherine Colonna, quand même ministre des Affaires étrangères, donc Premier ministre. Alors dans les autres ministères régaliens, il n'y a pas de femmes, si je me trompe pas. Effectivement. Ce qui n'était pas le cas dans le précédent quinquennat avec Florence Parly aux armées. Oui, alors après, ce qui est frappant, c'est toujours la même chose avec Macron, c'est qu'on a dû en même temps, parce qu'en même temps, dans le gouvernement, on a aussi Gérard Darmanin, qui a bénéficié d'un non-lieu, mais accusé de viol. On a aussi Éric Dupond-Moretti, qui n'est pas un grand féministe non plus. On ne revient pas sur l'histoire du bras d'honneur, mais c'est un geste particulièrement viril et vulgaire. Voilà. On peut étendre aussi la liste des femmes politiques, à l'Assemblée, avec Yaël Braun-Pivet au perchoir. Là aussi, c'est une première, si je ne me trompe pas. Absolument. Première femme présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, et puis aussi dans l'opposition, maintenant on a aussi des figures importantes. Alors dans la majorité, on a évidemment Aurore Bergé, et puis je pense à Raquel Garrido du côté de la France Insoumise. D'ailleurs, il y a une fronde des femmes qui est assez féminine contre Jean-Luc Mélenchon. Dans l'affaire Quatennens et contre la perspective du retour de Quatennens, le député du Nord accusé de violence. Effectivement, et donc condamné pour violence même. Effectivement, donc et qui en fait a pour objet aussi le
le patriarcat qui n'est pas l'apanage de la droite, mais qu'on retrouve aussi dans les partis politiques, y compris de gauche, y compris chez les insoumis. Donc oui, tout ça est très positif, évidemment. Vous êtes d'accord, Roselyne? C'est une véritable avancée ou c'est juste l'arbre qui cache la forêt? Non, c'est une avancée parce que ce sont des postes importants. On citerait aussi Marine Tondelier, patronne des écologistes. Mathilde Panot, patronne des Insoumis. Marine Le Pen, on l'a déjà cité sur la présidentielle, mais elle dirige le groupe Donc voilà. RN. Mais tout ça est parce que dans le fond, c'est le vent aussi de l'histoire européenne. MeToo est passé par là. MeToo, et puis surtout dans des pays nordiques, par exemple, il y a beaucoup de femmes. Il y a la fameuse première ministre en Nouvelle-Zélande qui a démissionné, je crois. Oui, elle est partie au Danemark. Elle est partie au Danemark. Donc, en Estonie, il y a beaucoup de pays, oui. Voilà. Donc c'est un vent, on va dire, un peu mondial, en tout cas européen. Évidemment pas dans des dictatures où effectivement les femmes sont encore là pour faire le ménage. Mais on va dire qu'il y a une certaine... ça va avec l'histoire. Ça va avec l'histoire. Alors, je crois que déjà on avait commencé dans le monde des affaires, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les... Alors, très peu de femmes dans le 440. Voilà. Je crois que c'est aujourd'hui une ou deux au maximum. Ah non, il y en a un petit peu plus quand même. À vérifier, mais en tout cas, très très minoritaire. Mais c'est pas le JDD d'ailleurs qui avait fait... Absolument. Le journal du dimanche avait enquêté sur cette question. Alors c'est vrai il y avait plus que... Ouais. Vous avez raison, le vent de l'histoire souffle, mais on part de très très loin quand même, Arlette Chabot, en la matière. Oui, alors même j'ajoute dans les syndicats, on voit bien que les successions vont être compliquées à la CGT et sans doute moins compliquées, mais quand même à la CFDT. Et la CGT, ça va être finalement une femme, même si c'est pas celle qu'aura choisi Philippe Martinez. Donc ça bouge un peu. Après, moi je vais doucher tout le monde et je vais faire les rabat-joie. C'est pas pour ça que ça ira mieux, je veux dire. C'est-à-dire que faut pas se dire d'un seul coup la planète va changer parce que des femmes arrivent au pouvoir, des femmes vont diriger. C'est vrai que c'était frappant quand on regarde le sommet de l'Union européenne. On voit qu'il y a beaucoup de premières ministres femmes et c'est très bien. Est-ce que ça va faire que l'Europe tournera mieux? Je ne sais pas. Alors, on se débarrasse des machos, super. Si Vladimir Poutine était remplacé par une femme, ce serait peut-être mieux. Mais on ne sait pas. Bon, peut-être qu'elles peuvent s'amender, comme Giorgia Meloni en Italie, finalement plus habile qu'on imaginait. Oui. Mais je crois qu'il ne faut pas, sérieusement, c'est sérieux, il ne faut pas croire que ça ira, les problèmes seront mieux réglés, que les pays seront mieux dirigés. Il faut qu'elles soient quand même très compétentes. Et moi, au fil des années, on s'est beaucoup interrogé sur est-ce que les femmes ont une vision différente de la politique. J'ai l'impression que plus elles entrent en politique, plus elles ressemblent aux hommes. Et pas pour le meilleur. Voilà. Vraie question. Vraie question. Est-ce qu'elles regardent les problèmes différemment? Est-ce qu'elles sont attentives à d'autres choses? J'ai entendu ça pendant 30 ans. Je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'elles sont plus soucieuses, effectivement, des enfants, comme d'habitude on le dit. Ce qui change, effectivement, ce qui a tout changé, c'est MeToo. C'est la lutte contre les violences contre les femmes. Ça, c'est très bien. Et s'il n'y avait pas de femmes pour en parler, on n'en parlerait pas du tout. Les féminicides, c'est important, mais on est encore loin du compte. Mais je veux dire, il n'y a pas de magie, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce que les femmes seraient partout qu'effectivement, il n'y en aurait pas une qui a envie de déclencher une guerre. Margaret Thatcher, elle l'a fait. Qu'il n'y en a pas une qui imposerait une réforme par la force. On peut citer la même et d'autres. Voilà. Et Merkel, qui était le modèle, on s'aperçoit qu'il y a aussi des failles dans la direction d'Angela Merkel sur l'Allemagne et les orientations. Donc, encore une fois, c'est pas de l'ombre à la lumière. Alors, je vous pose la question, Roselyne Fèvre. Est-ce que davantage de femmes dans un monde de brutes qu'est le monde politique, c'est un peu un cliché, mais est-ce que c'est la garantie de débat plus apaisé, ou est-ce qu'au contraire, les femmes sont des hommes politiques comme les autres? On l'avait vu lors de quelques épisodes. Souvenez-vous, la guerre entre Ségolène Royal et Martine Aubry au Parti socialiste, c'était en 2008, mais ça avait été d'une grande violence. Qu'est-ce que vous en pensez, Roselyne? Je suis assez d'accord. Souvent, les femmes politiques deviennent des hommes politiques. Les testicules en moins, on va dire, si vous me permettez. Mais, je vous le permets. Voilà.
Et à la fois, comme dit Arlette, elles ont cette capacité, la femme a une capacité de changement. Déjà, dans son corps, elle change pour chaque mois, voilà, tout se transforme un peu, redevient quand une femme est capable d'être enceinte, donc d'avoir un ventre énorme, et puis en plus, après de redevenir... Voilà, on a des capacités, une forme d'élasticité déjà physique, mais peut-être aussi d'élasticité intellectuelle. Les femmes ont souvent beaucoup plus de courage que les hommes, elles disent les choses, et parfois elles peuvent être aussi extrêmement dures entre elles, et les femmes ne sont pas toujours les meilleures amies des femmes. Voilà, donc il y a du pour, il y a du contre, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais souvent j'ai noté qu'effectivement les femmes politiques employaient le mimétisme des hommes, c'est-à-dire une forme de brutalité, excepté lorsqu'elles pleurent. Rappelez-vous les larmes de Ségolène Royal ou plus loin encore de Michel Barzac, qui avait ému. Voilà, une femme, elle pleure, elle met des tailleurs avec un peu de couleur, donc dans ce monde de brut, dans ce monde ingrat. Après, si c'est pour faire des quotas de femmes, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'elles soient là parce qu'elles sont bonnes et qu'elles... Voilà. Et qu'elles sont efficaces. Est-ce que vous êtes d'accord, la femme est un homme politique comme les autres, ou pourrait introduire un peu plus de souplesse, d'élasticité, de capacité à s'adapter ? Alors, je pense que là, on a une nouvelle génération de femmes en politique qui ne correspond pas forcément à celle des pionnières. Par exemple, je pense à Angela Merkel qui n'a pas d'enfant, par rapport à Jacinda Ardern, la première ministre, enfin, l'ex-premier ministre de Nouvelle-Zélande, qui avait donc annoncé sa grossesse alors qu'elle était au pouvoir et a accouché, enfin... Et qui a dit d'ailleurs, qui a renoncé donc à son poste en disant « j'ai plus d'énergie pour tout mener de front », parce qu'elle avait l'ambition de mener tout de front. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire peut-être que les femmes seront moins sujettes à s'accrocher au pouvoir, et peut-être que ça peut changer la relation au pouvoir. Voilà, je préfère réfléchir à ça plutôt que de postuler une nature ou une sensibilité, etc. Même si on vient de voir les larmes d'Aurore Berger à l'Assemblée nationale sur justement cette proposition de loi pour instaurer une peine d'inéligibilité pour les auteurs de violences conjugales. Qui a laissé entendre qu'elle en avait été victime ou témoin en tout cas. Mais un homme peut aussi pleurer, et puis un homme peut aussi émouvoir. C'est très rare en politique, très très rare en politique. Pape Diaye vient de verser quelques larmes il y a quelques semaines de mémoire, c'était sur l'assassinat sur l'enseignante assassinée dans le sud-ouest, mais c'est extrêmement rare, on ne voit jamais, Arlette Chabot, je me tourne vers vous, on ne voit jamais un homme verser une larme, pleurer, faire preuve d'émotion, quasiment jamais. Oh, bon, lors des attentats, on a vu à Hollande très ému. On a vu Emmanuel Macron très ému pour l'hommage à Samuel Paty, dans la cour de la Sorbonne. Non, je pense pas. Alors, c'est des larmes plus discrètes, mais je ne crois pas que ce soit un panache. Moi, j'élargis un peu, parce que cette année était épouvantable, évidemment, pour les Iraniennes et pour les femmes afghanes. Et je le dis parce que c'est quand même une abomination, parce que les Iraniennes, on le sait, on les tue. On tue aussi les hommes, d'ailleurs, et les jeunes hommes. Des adolescents, et c'est une année affreuse effectivement en Iran, et il faut saluer même le si courage. Le gouvernement iranien n'est pas en train d'empoisonner au gaz toute une série de collégiennes. Ou en tout cas il y a des extrémistes au sein du régime qui font en sorte que les écoles, c'est-à-dire la talibanisation du régime iranien, et qu'on ferme les écoles et que les filles ne puissent plus y aller, comme en Afghanistan. En Afghanistan, elles vont plus à l'école, elles peuvent plus faire d'études supérieures, elles peuvent plus devenir médecins, elles peuvent plus exercer leur profession, et c'est compliqué parce que comme on interdit aux femmes d'aller rencontrer des médecins hommes, s'il n'y a plus de femmes pour les examiner, on imagine ce que c'est. Donc je trouve que c'est épouvantable. Alors nous, on est très contents, on a Sandrine Rousseau, on a Mathilde Panot, c'est très bien, mais je pense, et je le dis parce que je suis en fait assez choquée qu'il n'y ait pas une mobilisation plus forte chez nous, où on avance quand même, on arrive quand même à bouger les choses, qu'il n'y ait
pas davantage de solidarité à l'égard des femmes afghanes ou des femmes iraniennes. Le combat, il est commun parce qu'elles luttent pour la vie, quoi. C'est leur vie qui est en jeu. Pour le coup, c'est un féminicide, ce qui se passe en Iran. Exactement, vous avez tout à fait raison. Absolument. Un génocide visant des femmes. Un féminicide d'État, presque. D'État, exactement. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on a une vague de féminicides aussi en France au même moment. Enfin, mais c'est pas dans les mêmes proportions, etc. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Moi, parfois, l'insignifiance, parfois, de certains combats féministes. Là, je pense vraiment. À quoi là, je pense par exemple à la proposition d'Elisabeth Borne de rendre gratuit de rembourser par la Sécu les protections périodiques réutilisables pour les moins de 25 ans. Mais vraiment, enfin, c'est de la démagogie pour vous ? Oui, je trouve ça insignifiant en fait. Ça répond peut-être à un besoin, sans doute, mais alors c'est protection périodique, réutilisable, parce qu'il faut que ça soit écolo, etc. Et quand en face, enfin voilà, au même moment, on a effectivement un féminicide à base de gaz, en Iran. Organisé, il y a un échelle. problème de proportion. Alors elle n'a pas annoncé que ça, elle a annoncé des choses intéressantes sur le plan fiscal et qui montre en creux que le système fiscal est assez patriarcal, donc en tout cas fondé sur un postulat de solidarité conjugale qui est remis en cause aussi par l'individualisme aussi. Mais voilà, oui, je suis d'accord. Oui, parce que là on parle des comportements politiques, mais il y a évidemment tout ce qui concerne l'accès aux fonctions de direction dans les grandes entreprises. On parlait du CAC 40, la question des différences salariales, des différences fiscales et même de la différence dans la réforme actuelle de retraite, puisque les femmes ne sont pas avantagées. Roselyne Febvre, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on est un petit peu trop centré sur nos petites avancées politiques et sociales et qu'on ne s'occupe pas assez, comme le disait Arlette Chabot, de l'Afghanistan, de l'Iran ? Tout à fait d'accord. On a des mots MAUX dans cette société. Alors c'est l'irrationalité, on l'a vu sur... je ne sais pas combien de gens pensent que la Terre est plate. Enfin bon, le fameux platisme. Voilà, il y a ce qu'on appelle cette ère de la post-vérité, etc. Et il y a l'individualisme. Avec ce manque de cohésion sociale où, dans le fond, chacun est sur son petit domaine, sur son petit truc. Autrefois, je dis autrefois, mais il n'y a pas si longtemps, on avait quand même Aron et Sartre sur les Boat People, par exemple, qui épousaient des causes, des intellectuels. Aujourd'hui, il nous reste BHL qui s'est intéressé aux Kurdes et à l'Ukraine. Et à l'Ukraine. Mais on n'a plus ces figures, ces grandes figures intellectuelles qui défendaient des causes humanistes. Et c'est vrai que vous avez raison, il y a une absence de mobilisation des intellectuels, des personnalités sur ces questions qui sont quand même assez gravissimes. Alors c'est pas en se coupant les cheveux, une mèche de cheveux sur Twitter, que ça va faire avancer le schmilblick. Alors justement, revenons un peu à la France. Qu'est-ce qui pourrait faire définitivement oublier ces comportements sexistes qui existent encore ? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Cécile Duflot venait en robe à l'Assemblée, elle se faisait houspiller. Je ne parle même pas d'Édith Cresson qui montait faire des discours à la tribune et qui se faisait siffler, insulter, etc. Qu'est-ce qui manque encore pour parfaire ce tableau, Roselyne ? Pour éviter le sexisme, il existera toujours le sexisme, un monde sans sexisme. Alors bien sûr, les choses avancent et tous les vieux cochons du style, Hervé Weinstein. Merci Arlette, sont punis, on va dire. Sont sous les verrous, mais il y en aura toujours qui continueront de faire du mal aux femmes. Je veux dire, je pense que c'est comme si on disait on veut une société sans guerre, une société sans drogue, une société sans mal alpha, non, je pense qu'il y aura toujours des victimes et des bourreaux. C'est la polarité de la vie. Enfin, on peut quand même faire des choses pour améliorer la situation. On parlait des salaires, des retraites. C'est ce que j'allais y venir. C'est-à-dire que maintenant, il a fallu quand même une loi pour imposer les égalités dans les conseils d'administration des femmes et des entreprises. Donc, on y est allé à coup de loi.
moi, mais je vous dis, je pense que l'histoire a amené ce vent de modernité, en fait. Ça vient comme ça parce que... C'est dans le sens de l'histoire. C'est dans le sens de l'histoire, on n'y peut rien. Parfois, il y a des vents mauvais, parfois, il y a des vents meilleurs. Donc... Mais il y a aussi une responsabilité des mères. Voilà, il faut quand même le dire. Parce que les garçons, ils sont élevés par maman. Et quand les maman... papas, quand même. Papa. Non, mais quand je dis maman, ça veut dire que mon fils est le plus beau du monde. Mon fils est tellement intelligent que toutes les filles tomberont dans ses bras et seront amoureuses de lui. Je pense qu'il y a un vrai problème d'éducation. Il faut sortir de ça parce que c'est quand même le truc le plus commun. Donc les femmes subissent... On savent quelque chose, les profs. Oui, elles sont victimes, en fait, les femmes, de l'éducation donnée par d'autres femmes à leurs enfants et notamment à leurs fils. Et je pense qu'il faut aussi que les mères réfléchissent à ce qu'elles disent à leurs fils. Alors les pères emmènent leurs fils, ils sont contents à la pêche, réparer la bagnole, faire du foot, tout ça c'est très très bien et partager. Mais comment... Et les fils parlent toujours, on a toujours dit, ce sont les pères qui disent à leurs fils et parlent de relations avec les filles, etc. Mais je pense que c'est les mères qui doivent parler à leurs fils de la manière dont ils doivent se comporter avec leurs leurs copines, avec les femmes en général. Et ça, c'est pour moi essentiel. C'est elles qui doivent dire on ne se comporte pas comme ça avec une femme, ou voilà ce que sont les femmes, et leur expliquer. Sinon, ben voilà, c'est mon fils est trop beau pour autre chose. Il va pas faire la vaisselle quand même, tu imagines quoi. Bon, de toute façon, il y a de la vaisselle. Il va pas passer l'aspirateur parce que franchement, c'est pas digne de lui. Je pense que tout ça, l'éducation, c'est quand même ça, le plus fondamental. Eh bien, merci à toutes les trois pour ces explications fort intéressantes. Le rôle des mères dans l'éducation au respect, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Grâce à vous, nous savons tout de la place des femmes en politique en France aujourd'hui, de l'âpre bataille de la réforme des retraites et des bras d'honneur du ministre de la Justice. Sujet différent, on passe du coq à l'âne. On se retrouve mercredi prochain, 21h, pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et sur votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine.